Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, 21 novembre, il y a un an jour pour jour, le président Robert Mugabe, sous la pression de l'armée et de la rue, quittait le pouvoir. Il laissait derrière lui un pays exsangue et ruiné. Un an après, où en est le Zimbabwe sur le plan démocratique et économique. Décryptage et débat avec mes invités dans la première partie de cette émission. Des structures qui ne répondent pas aux normes sanitaires, c'est le cas notamment au Tchad. Leur multiplication est une véritable bombe à retardement pour la santé des populations, des cabinets médicaux, des laboratoires d'analyse médicale. Le gouvernement décide de fermer plus de 90 établissements sanitaires sur les 300 passés au crible. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Monsieur Alpha Oumar Diallo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en finance. À mes côtés également, Ibrahima Keïta, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant indépendant en communication. Et à vos côtés, Jean-François Akandi-Kombe. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Zora. Donc Jean-François Akandi-Kombe, éditorialiste d'Africa 24. Sans plus tarder, notre premier sujet. Il y a un an, le 21 novembre, sous la pression de l'armée, le chef de l'État du Zimbabwe, Robert Mugabe, à la tête du pays depuis près de 30 ans, donnait sa démission après une semaine de bras de fer avec l'armée et son parti aussi, la ZANU-PF. Un dénouement qui marqua alors la fin de 4 décennies d'un pouvoir sans partage. 12 mois après son départ et l'arrivée au pouvoir du président Emmerson Mnangagwa, où en est le Zimbabwe, eh bien, le pays se caractérise toujours par un chômage de masse, une inflation qui bat des records. Le Zimbabwe, en somme, est resté dans la même situation qu'auparavant. Un an après, rien n'a changé. On écoute l'analyse du politologue Oumar Ba. Le bilan est très mitigé qu'aujourd'hui Mnangagwa est dans une difficulté politique intrinsèque à la ZANU-PF, où il faut davantage qu'il fasse preuve d'une assise de son autorité, ce qui n'est pas totalement gagné. Deuxièmement, du point de vue macroéconomique, l'on constate qu'il y a une difficulté de trésorerie fondamentale. La croissance économique du Zimbabwe tend vers 1,2% en 2019, c'est-à-dire une progression positive, ce qui signifie que si on met cela en tension macroéconomique avec le prix des denrées, mais aussi le prix des médicaments qui ont doublé, on est dans une logique, une zone rouge de stagflation, ce qui ne permet pas donc d'attirer les investisseurs. Et donc, même si sur le plan diplomatique et géopolitique, le Zimbabwe parvient à rabibocher ses relations, cela n'a pas permis de se restaurer sur le plan économique. Donc, il est dans une zone rouge macroéconomique et financière. Il est dans une zone d'attente par rapport aux investisseurs. Et il est aussi dans une zone d'incertitude politique. Ibrahima Keïta, est-ce que ce qui se passe actuellement au Zimbabwe, ce n'est pas finalement la pérennisation d'un système, cette fois non plus incarné par le président Robert Mugabe, mais par son successeur, qui était également l'un de ses bras droits durant toutes ces années, le président Emmerson Mnangagwa? Mais complètement. Il se trouve qu'aujourd'hui, son successeur, qui était le vice-président de l'époque, ne parvient pas à rassurer la communauté internationale du fait que aujourd'hui, il y a toujours des exactions, il y a toujours des arrestations arbitraires. La liberté d'expression, bon, elle est encore timide. Et il se trouve que, surtout en toile de fond, c'est que le parti majoritaire qui était celui de Robert Mugabe est toujours aux affaires. C'est surtout ça qui est extrêmement, je dirais, aujourd'hui frustrant pour les populations qui souhaitaient et qui espéraient le renouveau malgré les bonnes intentions et qui avaient été mises en avant par le vice-président qui voulait effectivement faire de la politique autrement et donner un nouvel espoir à ce peuple-là. Mais quelque part, malheureusement, ça continue de déchanter avec, ça a été dit, le taux de chômage qui ne cesse de monter, l'inflation qui est galopante, une misère qui s'accroît et aujourd'hui, les investisseurs qui, comme je le disais, ne reviennent pas. Donc, quelque part, effectivement, ça se pérennise. C'est un système qui, on va dire, c'est du Mugabe sans Mugabe, tout simplement. Du Mugabe sans Mugabe, la ZANU-PF qui succède à la ZANU-PF. Jean-François Akandi-Kombe, est-ce que le changement peut véritablement se faire avec l'un des classiques du régime?
D'une manière générale, tirer un bilan au bout d'un an d'exercice du pouvoir, c'est toujours difficile. Et je crois que ça ne rend pas justice à ceux qui sont au pouvoir. Mais votre question n'était pas celle-là, elle est plus fondamentale. Et j'avais déjà dit il y a un an, lorsque il y a eu ce changement de régime et qu'on criait à la révolution, que c'était une révolution de palais. C'est pas autre chose. On ne peut pas faire de la rupture. Enfin, nos mamans disaient qu'on ne pouvait pas faire avec dans un vieux vase, vous ne pouvez pas refaire le monde. Donc faire de la rupture avec quelqu'un qui a été un compagnon de la révolution, il ne faut pas l'oublier, il n'était pas seulement le bras droit et le Premier ministre, il était un compagnon de la révolution de Mugabe, et c'était même l'élément de l'aile dure de Mugabe, puisqu'il était chargé de la sécurité et des renseignements, et Dieu sait que pendant les premières années de ce régime Mugabe, il y a eu je dirais pas des pogroms, il ne faut pas exagérer, mais il y a eu de la répression, et de la répression systématique. Et on ne se dégage pas non seulement d'habitude, mais de lignes politiques de cette manière-là. Maintenant, est-ce que c'est un homme qui, pendant ces dernières années, notamment lors de la campagne, avait présenté un autre projet pour le pays? Je ne suis pas sûr. Il n'avait pas présenté un autre projet, il avait un certain nombre de mesures, de mesurettes, je dirais, qui tendaient d'une part à attirer, ou plutôt à flatter, je veux dire, non, flatter les investisseurs et l'Occident pour qu'ils viennent, mais il ne suffit pas de flatterie, il faut des éléments concrets d'une économie nationale et des mesures concrètes pour pouvoir attirer les investisseurs qui ne sont pas fous, ils viennent là pour pouvoir faire fructifier leurs biens. Et de l'autre côté, j'aurais terminé, de l'autre côté, vis-à-vis du pays, est-ce qu'il y avait un programme? Il n'y avait pas de programme. Là aussi, il s'agissait de rassurer les Blancs, c'est-à-dire les descendants des colons, qui étaient là et qui étaient les propriétaires terriens qui avaient été qui avaient fait l'objet, qui avaient été les victimes d'une certaine manière de la réforme agraire et de la réforme. Et ça, ce n'est pas une politique, et ce n'est pas une politique de rupture en tout cas. Alpha Oumar Diallo. Oui, disons que bon, je vais aller dans leur sens. Et quand le président Mugabe a été destitué, que son vice-président a repris le flambeau, c'est très facile en Afrique, quand on prend le pouvoir, on dit il y aura le changement, il y aura la création d'emplois, ça ne sera plus comme avant. Quand vous le dites, tout le monde va vous applaudir parce que c'est ce que la population attend. Mais malheureusement, il ne s'est pas entouré par des hommes nouveaux. Bon, quand moi j'ai vu le gouvernement, je me suis dit, bah, c'est du recyclage. Du moment que c'est du recyclage, il n'y a pas d'hommes nouveaux, il n'y a pas d'idées nouvelles, donc il n'y aura pas de nouvelles perspectives en fait. Donc c'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est vrai qu'au bout d'un an, c'est trop court pour faire un bilan exhaustif du développement économique et tout. Mais s'il avait au bout d'un an réussi à rassurer la communauté internationale par des réformes du genre la liberté d'expression, organiser des élections libres et transparentes, et faire des réformes au niveau de la justice, faire des réformes au niveau de la sécurité, faire en sorte aussi que des investisseurs viennent tout de suite en fait, parce que ceci, dès que vous faites les réformes, c'est comme une femme, comme une jeune fille en âge de mariage, et quand on sait qu'elle est d'une bonne famille, d'une bonne éducation, tout le monde va vouloir d'elle. Donc un pays aussi, dès que vous faites les vraies réformes auxquelles un pays s'attend, les gens vont venir vers vous pour pouvoir ouvrir le chéquier. Donc du coup, à ce niveau-là, l'inflation est toujours là, et le chômage frôle toujours les 90%, et les indicateurs macroéconomiques sont tous au rouge. Et en plus, du côté politique, il n'y a pas eu de vraies réformes au niveau des institutions qui donnent l'espoir à tout investisseur qui va venir au sein du pays. Quand vous regardez la réforme agraire qu'il avait promis, c'est toujours en panne, personne ne sait quoi faire. Est-ce que les autochtones vont récupérer les terres qui leur avaient été spoliées ou pas? Personne ne sait en fait. Donc tout est en suspens, personne ne comprend où on va. Moi, ce que je comprends, ce que moi j'ai toujours compris avec ce nouveau président, il cherche à asseoir son régime en fait. Il cherche à faire en sorte de pérenniser le régime le plus longtemps possible, mais pas faire en sorte que la population ait une amélioration de leurs conditions de vie. Alors, comment expliquer que ce désir de changement des Zimbabwéens ne se soit pas exprimé aux urnes en juillet lors de l'élection présidentielle? Est-ce que c'est dû finalement à un système qui perpétue les pratiques
pratique plutôt controversée en période électorale, ou alors les Zimbabwéens se sont heurtés à peut-être une absence de perspective. Monsieur Keïta. Mais comme dans toute élection en Afrique, on sait que son challenger effectivement a crié donc à la fraude, mais il faut pas oublier, une fois de plus, je l'avais déjà expliqué tout à l'heure, c'est le parti majoritaire qui est au pouvoir et donc le système est quelque part verrouillé. Ouais. Toutes les conditions sont réunies pour que ce soit le vice-président qui lui succède et personne d'autre. Et puis on sait très bien comment ça se passe en Afrique. Hein. Il y a un système de corruption qui est mis en place et puis bien entendu, après, à partir du moment où on est adoubé et qu'on a l'onction de la communauté internationale, bon, à partir de là, les choses se passent plutôt plus facilement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un vrai climat d'insécurité qui règne et qui ne donne pas confiance aux investisseurs. Même les investisseurs traditionnels, qui étaient par exemple la Chine ou l'Inde, qui étaient les investisseurs traditionnels, aujourd'hui ne sont pas prêts à revenir. Et puis, il est bon de préciser quand même que c'est un pays qui est aujourd'hui exsangue. La monnaie aujourd'hui ne vaut plus rien et ne vaut pas grand-chose en tout cas. Et enfin, il ne faut pas perdre de vue qu'avec tout ça, c'est un pays surendetté qui est à hauteur de presque 20 milliards quand même, hein, auprès du FMI de la Banque mondiale. Donc il y a vraiment de grandes réformes qu'il faut mettre rapidement en route et donner confiance aux investisseurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Jean-François Kandji-Combé. Oui, lors des élections, moi je ne suis pas sûr que ces élections aient débouché sur un choix. On était dans un contexte, souvenez-vous, de dégagisme. On voulait dégager le vieux, et c'était ça, d'une certaine manière. Et puis, le vice-président se trouvait dans une position qui peut être assez aisément exploitée lors d'une campagne électorale. Il était la victime expiatoire d'un régime. Et il se présentait comme ça. Et il se présentait en plus comme portant des réformes qu'il n'a pas apportées finalement. Mais ce qui manque, d'une certaine manière aujourd'hui, depuis les élections, c'est une idée, un modèle économique. On a critiqué Mugabe. Mugabe a mené ce pays, bon, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais on constate qu'économiquement, il l'a mené vers la ruine. Pour pouvoir le relever, on ne peut pas seulement par des mesures isolées. Il faut venir avec une idée structurelle, changer les structures de l'économie de ce pays, comment on gère les ressources naturelles. Il y a eu une manière qui avait été tentée par Mugabe qui n'a pas totalement réussi. Comment on crée un réseau d'entreprises nationales, par quel type de mesures fiscales, douanières, etc. Mais on n'a pas l'impression que le président est là pour ça. Et c'est dommage, parce que le temps qui est perdu aujourd'hui, c'est aussi la désespérance des Zimbabwéens. Ouais. Alpha Oumar Diallo. Bon, moi, disons que comme votre question concerne surtout les dernières élections, je ne pense pas qu'il y a eu une véritable révolution en termes d'organisation de ces élections-là. Toutes les institutions qui gèrent les élections étaient inféodées. On a vu qu'il y a eu plein de dysfonctionnements au niveau de la CENI et qu'il y a eu plein d'irrégularités que même certains membres de la CENI ont voulu dénoncer, mais à un moment donné, on leur a dit de se taire et qu'il n'y avait qu'une seule personne qui avait la voix au chapitre, c'était le président de la CENI. Et au niveau aussi de la Cour constitutionnelle qui devrait valider les élections, c'était toujours la même chose en fait. C'était toujours le même discours, toujours les mêmes méthodes, les mêmes pratiques. L'armée était de sortie. Il ne faut pas oublier que dans ce contexte-là, l'armée était de sortie. L'armée était de sortie. Il y a eu des arrestations, il y a eu des gens qui ont été tués, malheureusement, il y a eu des blessés. Et donc du coup, moi à ce niveau-là, je ne pense pas que le président qui a été réélu a été un choix libre et démocratique du peuple zimbabwéen. Donc du coup, à partir de là, il n'est plus là pour servir le peuple, mais il est là pour servir les institutions, en tout cas les personnes qui sont dans les institutions qui l'ont permis de se faire élire et de légitimer son pouvoir. Parce que même si il y a eu démission du président sous la pression de M. Mugabe, et il avait besoin de ces élections-là pour dire ok, je suis le président élu, et donc selon le suffrage universel du peuple zimbabwéen. Mais à ce niveau-là, je pense que s'il n'y a pas eu une véritable révolution des idées nouvelles, une façon de penser, de faire évolutionner les choses, les Zimbabwéens vont continuer à souffrir, et malheureusement.
Alors néanmoins, on voit quand même depuis l'arrivée au pouvoir du président Emmerson Mnangagwa, un pouvoir qui commence à tolérer quand même l'opposition, qui a manifesté, bien qu'il y ait eu effectivement une répression au mois d'août qui a fait 6 morts, mais on a quand même cette opposition qui se fait quand même de plus en plus entendre. Ibrahima Keïta, est-ce qu'on peut croire un début d'ouverture du régime, malgré effectivement qu'il soit toujours un petit peu verrouillé? Oui, alors ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a effectivement une liberté d'expression timide qui commence à émerger. Moi, je pense qu'il y a une volonté, quelque part, de son successeur de se démarquer un petit peu de Mugabe. Voilà, je pense que là-dessus, après, maintenant, je pense qu'il ne faut pas trop se faire d'illusions. Hein. Bon, il faut donner l'image d'un nouvel homme démocrate qui veut changer les choses, qui peut-être est habité de bonnes intentions. Lui seul le sait, ainsi que tous ceux qui l'accompagnent. Mais je dirais, seul l'avenir de le dira. C'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt, tout comme c'est encore trop tôt de pouvoir dire ce qu'il en est de la suite de cette nouvelle gouvernance avec un nouvel homme. Donc, est-ce qu'il va s'inscrire dans la continuité de ce qu'avait déjà entamé durant ces 4 décennies Mugabe, ou est-ce qu'il veut engager une réelle rupture? Seul l'avenir le dira, c'est encore trop tôt. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Jean-François. Et ce travail-là n'est pas seulement un travail à la tête de l'État, il doit commencer d'abord dans le parti ZANU-PF. Il faut que le ZANU-PF, qui est un vieux parti, pas seulement parce qu'il est ancien, mais parce que ses idées sont anciennes. C'est un parti qui a besoin de renouveler à la fois ses idées, de renouveler ses cadres. Je ne veux pas dire que c'est le parti ZANU-PF qui sera toujours le parti dominant dans ce pays. Le jeu démocratique conduit à être plus mesuré et à souhaiter qu'il puisse y avoir une alternance. Mais en attendant, tant que le parti ZANU-PF ne s'est pas réformé profondément, on ne peut pas espérer que celui qui l'a porté au pouvoir et celui qui le représente au pouvoir représente la rupture pour ce pays, dont on souhaite d'ailleurs qu'il réponde aux aspirations qui étaient des aspirations, y compris dès l'indépendance, d'une sorte de libération et de progrès et d'autodétermination. Ça reste le programme pour l'avenir. Merci beaucoup. Alors, vous voulez peut-être ajouter un dernier mot, et puis ensuite Alpha Oumar Diallo. Non, ce que je voulais juste dire, c'est qu'il y a une réalité qui est là. Les denrées alimentaires se font très rares. Il y a vraiment un problème même d'autosuffisance alimentaire aujourd'hui, quand on sait que c'est quand même un pays dont le sous-sol est riche. C'est ce qui est dommage. Donc, ce qui fait qu'il y a une mauvaise exploitation de tout cela aujourd'hui. Et je pense qu'il faut rapidement, comme le disait mon voisin, c'est de faire en sorte d'engager les réformes qui s'imposent pour une meilleure redistribution après des richesses et pour espérer un redécollage de l'économie zimbabwéenne. En fait, au bout d'un an, c'est très difficile d'avoir des résultats macroéconomiques importante dans un pays. Même en France, Sarkozy a dit donnons le temps à Macron que ces réformes portent ses fruits. Mais malheureusement, au Zimbabwe, il n'y a pas eu de vraies réformes jusqu'à présent. Au bout d'un an, il aurait pu quand même faire des réformes au niveau des institutions, faire que ce soit des Donc il hérite d'un bilan extrêmement difficile, mais lui n'a pas finalement mis en place ces réformes-là pour donner un signal fort. Ça, il faut des réformes fortes au niveau des institutions, faire en sorte que les institutions fonctionnent librement, donc des institutions démocratiques fortes, et faire des réformes d'envergure au niveau du secteur économique. Aussi, changer les hommes pour apporter de nouvelles idées. On ne peut pas faire du vieux avec du neuf, en fait. Il faut les changer. Parce que quand quelqu'un gagne avec des vieilles idées, il va toujours les garder. On ne sent pas qu'il gagne. Donc, les idées qui vous permettent de vous pérenniser au pouvoir, vous aurez toujours du mal à vous défaire de ces idées-là. Parce que vous vous dites, ah, si je me sépare de ça, qu'est-ce que les nouvelles idées, est-ce qu'elles me permettront de toujours pouvoir empiler? Donc, à ce niveau-là, il faut des vraies réformes. Toute personne qui veut le bonheur des Zimbabwéens doit conseiller au nouveau président de faire en sorte que les choses changent par les réformes, non pas pour se cramponner au pouvoir le plus longtemps possible, comme l'a fait son prédécesseur. Merci beaucoup à tous les trois pour vos explications. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.